Ce soir, on va parler de microbiote intestinal. Alors, microbiote, mais ne cherchez pas, c'est exactement ce que l'on appelait avant la flore intestinale. Mais ce qui a changé depuis ce changement d'appellation, je dirais, c'est la meilleure compréhension de sa participation à différentes affections, comme l'obésité, mais aussi les maladies bronchopulmonaires et même l'acné. Alors, vrai ou faux ? Ce concept de microbiote, c'est séduisant, c'est plein d'avenir, ou c'est simplement un délire d'adepte, je dirais, de médecine parallèle? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de clarifier ce soir avec Juliane Berda. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Juliane, vous êtes gynéco-endocrino à Paris. En fait, vous n'êtes pas microbiologiste, vous n'êtes pas gastro-entérologue, et on peut se demander ce que vous venez faire ici, mais vous avez vraiment un intérêt particulier et un regard critique et clinique sur ce microbiote. Pourquoi cet intérêt ? Alors, l'intérêt, il est double. D'abord, en tant que gynéco, j'ai toujours été intéressée par la flore vaginale, puisqu'on a beaucoup de patientes qui ont des infections vaginales qui sont en fait juste des altérations de flore. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup de nutrition. À l'époque, j'étais à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et je me suis beaucoup intéressée à l'obésité depuis de nombreuses années. Et en fait, l'obésité, jusqu'à présent, on l'a caractérisée, on mange trop, on ne bouge pas assez. Et aujourd'hui, on va vers d'autres choses qui sont très intéressantes. Et le microbiote, qui est l'ensemble en fait des bactéries, c'est pas simplement la flore intestinale, hein, c'est toutes les bactéries que nous avons ensemble qui m'intéressent aujourd'hui. Alors effectivement, on va voir ce soir, je le répète, toutes ces bactéries, ces milliers de bactéries qui colonisent l'intestin, et on va voir si elles peuvent être un allié contre l'obésité. Alors c'est classique comme première question, Madame Berda, c'est quoi le microbiote ? Donc le microbiote, c'est l'ensemble des petites bactéries qui sont nos compagnons de vie. Ça veut dire qu'on a avec nous, au niveau de notre bouche, au niveau de notre intestin, au niveau du vagin chez les femmes, des tas de petites bactéries qui sont connues depuis très longtemps, et c'est grâce à cet écosystème qu'on vit. En fait, l'homme vit avec ces bactéries, et on a 10 fois plus de bactéries que notre génome humain. 10 fois plus oui. de bactéries. Vous voulez dire que l'intestin, on sait qu'il est très particulier dans la mesure, on dit c'est un nouveau cerveau parce qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses, mais il est colonisé par quelque chose où il y a plus de gènes que dans toutes les cellules de notre corps, c'est bien ça ? Tout à fait. Et on pense qu'il y a une communication entre l'intestin et le cerveau régulièrement. Mais via ces bactéries ou via les terminaisons nerveuses ? Via les bactéries, probablement. Vous voulez dire qu'elles migrent ? Elles migrent non, pas. elles ne migrent pas. Mais il y a des informations du cerveau, de l'intestin vers le cerveau, et du coup du cerveau vers l'intestin. Alors, le microbiote, on va essayer de comprendre un peu qui il est par rapport à chaque individu. Est-ce que chaque individu a un microbiote particulier, comme il a un ADN particulier ? Oui, il semblerait que chaque individu a un microbiote particulier et qu'on peut faire justement ce qu'on appelle des génotypes et que chaque individu a une spécificité de microbiote, c'est-à-dire un ensemble de germes qui lui sont particuliers. Je crois qu'on appelle ça même l'entérotype. Oui, tout à fait. par analogie au génotype. Comment il évolue à travers les âges ? Je veux dire, à travers l'âge de chaque individu. Alors, par exemple, à la naissance, comment est l'intestin ? Alors, à la naissance, on dit jusqu'à présent que le bébé naît stérile, c'est-à-dire sans aucune bactérie. Et en fait, lors du passage par le tractus génital de la femme ou à côté des selles, on a donc une colonisation des bactéries de la mère vers l'enfant. Et quand la mère pose le bébé sur sa poitrine, on a aussi une colonisation des bactéries. Et en fait, cette colonisation se fait durant les 2-3 premières années de la vie et après, l'enfant garde à peu près la même flore toute sa vie. Mais c'est souhaitable, en fait, qu'il soit colonisé ? Alors, on verra sans doute. Oui, c'est intéressant parce que justement, il y a eu des études qui ont été montrées que chez les enfants qui étaient nés par césarienne, on s'est aperçu qu'ils avaient plus de problèmes de poids, de surpoids, voire d'obésité, que les enfants qui n'étaient pas nés par césarienne. Alors, vous dites que l'intestin, entre guillemets, met 2 à 3 ans pour devenir adulte, en fait, et se coloniser avec quelque chose qui gardera toute sa vie ? Oui, tout à fait. Et on sait aussi que quand on fait des antibiothérapies précoces, on modifie la flore intestinale de façon précoce. Donc, et c'est pour ça qu'on évite de donner les antibiotiques aux enfants avant 3 ans. Et vous voulez dire par là que c'est plus grave de le faire tôt, quand l'enfant est jeune, l'antibiothérapie, plutôt que plus tard ? Bon, bien sûr, si on en a besoin, il faut bien évidemment faire. Mais si on peut surseoir, c'est mieux. C'est-à-dire que ce qui est étrange, parce que j'ai relu un petit peu des choses sur les bactéries, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu l'avènement de la médecine avec la percée des antibiotiques. C'était fantastique, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient plus de maladie, qui ne mouraient plus de maladie, mais néanmoins, ça a aussi créé des problèmes en diminuant l'écosystème et en diminuant la flore digestive. Intestinale, oui. Et alors, à l'adulte, arrivé à l'âge adulte, on a finalement une photographie dans l'intestin de ce qu'il y avait
à 3 ans, si je comprends Alors, bien. je ne peux pas vous dire, mais a priori, ça reste stable effectivement au cours de la vie, sauf qu'on en parlera tout à l'heure, le microbiote peut bouger aussi en fonction de l'alimentation, de l'activité physique et de pas mal d'autres choses. Bah oui, parce que c'est une autoroute entre le haut et le bas, je dirais. Donc, on absorbe beaucoup de germes quand même par le tractus digestif. Mais ça ne modifie pas tellement ce microbiote qui est déjà chez nous. Alors, il est relativement stable, mais si on fait, on en parlera peut-être tout à l'heure, si on fait un régime, si on change son mode de vie, il peut changer le microbiote. Donc, changer, mais en partie. Donc, sans doute, il y a un fond qui reste identique. Oui, tout à fait, oui. Alors, son rôle, justement, à quoi il sert? Alors, il sert à plein de choses. D'abord, il sert à l'absorption. Il sert aussi absorption des aliments. À l'absorption des aliments, à la fermentation. Il sert aussi il sert de barrière immunitaire aussi. Il sert aussi à se défendre contre les infections. Vous savez que quand on va à l'étranger, souvent on a ce qu'on appelle la tourista, parce que justement on change de microbiote digestif. Il a pas mal de fonctions. Et cette fonction, il y a peu de temps qu'on la connaît, ou bien est-ce qu'il y a des acquisitions récentes qui permettent de mieux comprendre, comme je disais en introduction, leur rôle? Alors, les fonctions que je vous ai énumérées, elles sont connues depuis assez longtemps. La fonction très nouvelle, c'est en fait, avec le rôle dans l'obésité, elle date d'il y a à peu près une dizaine d'années. On s'y intéressait plus ou moins au microbiote, mais on avait du mal en fait à le cultiver. Parce qu'en fait, 70% des bactéries n'étaient pas cultivables. Et en fait, quand on a commencé, enfin c'est les gens de l'INRA, en particulier un monsieur qui s'appelle Joël Doré, qui s'est beaucoup intéressé au microbiote. Et quand, je sais que ses premiers topos, c'était il y a une dizaine, quinzaine d'années, et quand il a commencé à faire des séquençages de sels, et quand il a commencé à séquencer le génome du microbiote, c'est là qu'on a commencé à voir la flore et les différentes flores digestives. Oui, parce que je crois que ce sont des bactéries qui ne consomment pas d'oxygène, donc qui sont difficiles effectivement à faire pousser classiquement. Effectivement, elles ne restent pas quand on les met à l'oxygène, puisqu'elles sont dans l'intestin, elles ne survivent pas. Et je voudrais faire une petite anecdote concernant justement Joël Doré. Il a fait une communication, c'est dire l'importance que prend le sujet, une communication à l'Académie nationale de médecine, l'ANM, l'Académie nationale de médecine, qui a prévu, et je fais encore là une parenthèse, de faire un gros congrès sur le microbiote en octobre 2017. Voilà, j'ai fait de la pub pour l'Académie de médecine qui n'a pas forcément toujours une très bonne image. Oui, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Enfin, là, je digresse un petit peu, mais on pense que le microbiote joue aussi sur des pathologies comme l'autisme, sur des pathologies comme toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie Crohn, les MICI, ce qu'on appelle les MICI. Donc, il y a vraiment quelque chose, une nouvelle ère aujourd'hui qui s'ouvre. Tout à fait. Mais pour vous, c'est quelque chose qui est en parallèle, qui permet d'améliorer des choses, ou c'est une révolution et qui va complètement changer notre mode de prise en charge? Je pense qu'aujourd'hui, on en parlera après, mais les travaux sur l'homme, ça fait 5 ans et on ne sait pas encore où on va. Mais je pense qu'il y a une révolution et il y a surtout une approche qui va peut-être être différente de l'obésité. Alors voilà, ce qui nous intéresse plutôt ce soir, c'est l'obésité et comment les germes, le microbiote peut être un allié, comme on l'a titré sur notre émission, un allié contre l'obésité. Comment, alors là je vous pose la question, est-ce qu'il joue sur les graisses, sur l'absorption des graisses? Alors, que fait le microbiote? Je ne vais pas répondre dans ce sens-là parce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, le premier qui a montré un rôle du microbiote et de l'obésité, c'est quelqu'un qui s'appelle Gordon aux USA, qui a pris en fait des gens obèses et qui a pris la flore de ces gens obèses et il l'a transféré par des transferts de sels, donc des transferts fécaux, à des souris et il s'est aperçu que la souris devenait obèse. Et après, il a pris ces souris obèses, et vous savez que les souris, on les met dans des petites boîtes, et que les souris sont coprophages, c'est-à-dire elles mangent les selles des autres souris. Et il a mis ces souris qui étaient devenues obèses suite au transfert de sel des hommes, avec des souris qui étaient minces, et il s'est aperçu que les souris minces devenaient obèses. Et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait un micro-environnement et qu'il y avait probablement des choses qui influaient de la flore digestive de la souris obèse à la flore digestive de la souris mince, qui devenait grosse. Donc c'était intéressant. Et je crois que même ces souris, on s'était débrouillé pour qu'elles n'aient aucune bactérie, pour ne pas polluer, je dirais. Justement. Et après, il a pris des souris, ce qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire des souris qui n'ont absolument pas de flore. Et il s'est aperçu qu'en prenant la flore de souris obèses vers des souris sans flore axénique, elles devenaient obèses.
Alors, est-ce qu'on a trouvé les germes, les bactéries qui facilitaient ça, qui sont promoteurs de cette ou maigreur ou obésité? Non, on ne sait pas vraiment. Aujourd'hui, pour reparler de l'homme, les travaux sur l'homme, ils ont à peu près 5 ans. Et en fait, on s'est aperçu que chez l'homme obèse, il y avait une diminution de la diversité de la flore. C'est-à-dire la flore, le microbiote est très divers. Et chez l'obèse, on s'aperçoit qu'il y a moins de flore. Alors, il y a moins de flore et il semblerait aussi qu'il y a 8 à 10 espèces de bactéries qui sont manquantes. Maintenant, lesquelles, je ne sais pas. Je pense que ça sera vraiment là la révolution, parce que si on arrive à dire on augmente la flore par telle et telle technique, on a quelques idées pour ça, mais on peut ensemencer telle et telle bactérie pour faire qu'un individu soit moins gros, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vraiment aujourd'hui pas encore d'actualité. Et peut-être c'est intéressant pour les personnes qui bloquent vis-à-vis de certains régimes et qui n'arrivent pas, qui font le yo-yo, etc. Ce serait une solution. Alors, les preuves qu'on a de cela, on l'a vu, c'était chez l'animal, donc c'est des études quand même scientifiques, c'est sérieux, l'INRA a beaucoup travaillé dessus. Chez l'homme, donc, on n'en est pas encore à des essais. Chez l'homme, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. On a regardé l'impact d'un régime hypocalorique et enrichi en fibres et avec une diminution des graisses sur la composition du microbiote. Et on s'est aperçu qu'il y avait des résultats à 6 semaines quand même. Chez un nombre d'individus, c'est des études qui ont été faites essentiellement à la Pitié, qui ont montré donc qu'il y avait un enrichissement de la flore fécale. Et que l'amaigrissement, quand il y a un régime, on s'attend à un amaigrissement, une amélioration des paramètres métaboliques, cholestérol, glycémie du patient, mais on s'aperçoit aussi que la flore change. En parallèle au poids, à la perte de poids. On pense aussi que donc, ça joue pour l'absorption des graisses. Comment est-ce qu'on a un début, un embryon d'explication de ce... Alors, comment ça jouerait? Il semblerait que certains germes jouent sur, pas l'absorption des graisses, mais sur l'inflammation. C'est-à-dire augmentent la perméabilité digestive à certaines choses. Et on sait qu'on a une augmentation des lipopolysaccharides dans le sérum qui fait en fait que ça augmente l'inflammation. Alors si on veut essayer de la doser, on regarde la CRP, on s'aperçoit que cette molécule augmente quand on a une obésité qu'on appelle androïde, avec une augmentation du tissu adipeux viscéral, qui joue donc sur l'inflammation et le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires. Alors justement, pour les maladies métaboliques aussi, on pense qu'il y a un rôle, alors je ne sais pas s'il est premier ou second, sur par exemple la résistance à l'insuline. Tout à fait. Il semblerait donc que quand on a une diminution de certains microbiotes, de certains germes, de la flore, on ait une augmentation de l'inflammation et que parallèlement, quand on a un diabète ou un syndrome inflammatoire, cela joue sur le microbiote. Donc on ne sait pas qui conditionne, qui est l'œuf, qui est la poule. Qui commence. Voilà, qui commence. Est-ce que c'est le microbiote qui entraîne une inflammation ou est-ce que c'est l'inflammation qui change le microbiote et sa diversité et le nombre de bactéries et qui change la flore? En tous les cas, on montre que si on agit quand même si s'il n'est plus en prévention, je dirais, une fois que le diabète est là, une fois que l'obésité est là, il semble qu'il y ait quand même une action intéressante. Donc, causes ou conséquences, on verra plus tard. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus encore, ou ça reste un domaine un petit peu particulier? C'est quand même très récent. Ça fait, comme je dis, à peu près 5 ans. En fait, les équipes qui ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est Joël Doré avec la Pitié, où ils ont pris des sujets qui ont une chirurgie bariatrique. Donc, la chirurgie bariatrique, c'est pas pour n'importe qui. C'est vraiment pour les sujets obèses, super obèses, à qui donc on fait la chirurgie. Ça fait 2 choses. Ça restreint l'absorption parce qu'on coupe une partie de l'estomac, et puis ça entraîne une malabsorption. Donc il y a 2 phénomènes. Et ils sont aperçus que quand il y avait une perte de poids drastique de 30 à 40 kilos, le diabète était très très vite amélioré, vraiment de façon très importante dès 6 semaines. Et puis ils ont regardé la flore et ils sont aperçus que la flore digestive, enfin la flore, était complètement transformée avec une augmentation de la richesse de la flore alors qu'elle était appauvrie auparavant. Et par richesse, vous entendez une diversité? Une diversité de la flore. Diversité, pas forcément un nombre important. Non, une diversité. Alors juste un petit mot classique sur les antibiotiques et l'effet des antibiotiques. Est-ce que c'est vraiment la cata pour l'intestin? Eh ben, c'est pas terrible, on le sait depuis longtemps. C'est-à-dire que je sais qu'il y a 30-40 ans, on donnait de l'ultralevure et des yaourts qu'on continue à en prendre parce qu'on s'est aperçu qu'en donnant des antibiotiques, on crée des pathologies, en particulier chez la femme des mycoses et puis même aussi des mycoses digestives. Donc effectivement, les antibiotiques
antibiotiques perturbent la flore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit antibiotique n'est pas systématique, hein, il faut vraiment le réserver. Pas automatique. C'est pas automatique, voilà. Alors, est-ce qu'on peut agir maintenant? Ok, on a fait un tas de constats, effectivement, on peut jouer là-dessus, ça peut être un levier en particulier pour aider à l'obésité, comme c'est le sujet de ce soir. Comment on peut jouer sur le microbiote? Alors, on peut jouer parce qu'on le connaît depuis très longtemps. Le régime, on le connaît depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand le régime hypocalorique, avec enrichissement en fibres, avec diminution des graisses et augmentation des bons hydrates de carbone, on sait que ce régime impacte sur la flore. Ça, c'est un régime classique. Le régime classique. En tant que nutritionniste aussi, vous prenez souvent. Oui, donc tout régime classique impacte sur la flore très vite. Hein. Au bout de 6 semaines, on a un changement de la flore. Donc c'est intéressant, sauf qu'on ne l'avait jamais objectivé jusqu'à présent. Et alors, quels aliments modifient le plus? Alors, vous parlez des fibres, vous parlez de peu d'hydrates de carbone. Qu'est-ce qui joue le plus sur les... Ça, je ne pourrais pas vous répondre de façon spécifique. Mais on sait que les fibres et surtout l'alimentation riche en graisse jouent beaucoup sur la flore digestive. Et les alimentations riches en graisse, au contraire. Donc, ça veut dire... et du coup, pauvres en graisse. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut enrichir et je dirais prendre par la voie alimentaire, si on veut maigrir, prendre des fibres en plus? C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. C'est-à-dire que c'est comment jouer sur la flore digestive. Effectivement, quand on prend plus de fibres, lorsqu'on diminue un peu son apport en aliments gras, on joue sur la flore digestive. Mais ça, est-ce qu'il faut le faire ad vitam aeternam? Parce que après, si on reprend une alimentation normale, on va réappauvrir. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que les gens qui démarrent un régime, surtout là, on se retrouve après les fêtes de Noël. Il y a besoin. Donc les gens vont commencer un régime. S'ils le font pendant 6 semaines, ça va marcher, mais on sait qu'après, il y a un abandon, et dès qu'il y a un abandon, la flore va être recolonisée par les paramètres habituels, par les mêmes germes. Donc la chirurgie bariatrique, là où elle change, c'est qu'en fait, il y a une restriction alimentaire chronique, une malabsorption chronique, ce qui fait que la flore se perturbe de façon définitive, presque. Alors presque définitive. Parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des reprises de poids après chirurgie bariatrique, et on se demande aussi s'il n'y a pas une recolonisation de la flore ultérieure. Ah oui. Là, on s'habitue à tout finalement. Ouais. Est-ce qu'alors une approche alimentaire pour modifier le microbiote, mais une approche microbiologique aussi. On pourrait avaler les manquantes. Alors effectivement, ça c'est vraiment, mais ça c'est pour le futur. On pourrait se dire s'il manque si la diversité n'est pas terrible déjà, on pourrait l'enrichir. Donc première chose, donc soit en prenant des probiotiques le matin à jeun. Et puis l'autre chose, c'est est-ce que on peut rajouter certains des 8 à 10 espèces manquantes. Est-ce qu'on pourrait les rajouter? Donc il ne faut pas qu'elles soient détruites aussi par l'intestin. Et si on les rajoute, est-ce que ce rajout va faire que l'individu va mincir ou maigrir? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Non. Et au niveau de tolérance, alors on parlait tout à l'heure des fibres alimentaires, bien sûr, et là, rajouter des germes, des bactéries. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le recul clinique, je suis bien d'accord avec vous, mais est-ce qu'on peut anticiper sur la tolérance? Alors, on va en parler de façon un peu différente. Quand vous avez une diarrhée à Clostridium difficile, c'est là où c'est le seul moment en médecine humaine où on transfère de la flore, des fesses. Des fesses, Et ces fesses, en fait, le problème, ça coûte rien ce transfert. Mais ce qui coûte cher, c'est d'analyser toutes les bactéries qu'on va peut-être transférer qui vont entraîner des maladies. Donc en gros, quand on transfère des selles, il faut faire attention de ne pas transférer non plus des maladies. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la flore, c'est la première barrière aux maladies exogènes. Alors c'est vrai que c'est la première application thérapeutique qui est, comme vous le dites, diarrhée à Clostridium difficile. Mais dans ces cas-là, on ne fait pas le tri entre les bonnes et les mauvaises bactéries, je suppose. En cas de diarrhée aiguë et très grave, on ne fait pas le tri. Tout à fait, on ne fait pas le tri. Par contre, on enlève les bactéries qui pourraient entraîner des infections chez la personne à qui on transfère des selles. Ah oui, quand même. Ah oui. D'accord. Alors donc, alors, je reviens à l'approche microbiologique pour modifier le microbiote. Alors vous parliez tout à l'heure de prébiotiques, mais on parle aussi de probiotiques. Quelle est la différence entre les deux rapidement? Le prébiotique, c'est celui qui va modifier la flore de façon extérieure, c'est-à-dire des fibres ou un changement alimentaire. Le probiotique, c'est des bactéries vivantes qu'on met dans l'intestin. Et c'est là-dessus où on n'a pas du tout de recul aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on voit beaucoup de produits maintenant, même dans un supermarché, je dirais, des prés, des pros. Pour l'instant, pour vous, quel est votre conseil? Les prébiotiques, c'est ce qu'on fait, si vous voulez, quand vous faites par exemple une activité physique, vous marchez bien, vous faites votre sport, vous changez votre flore.
On sait qu'il y a un impact. Ça s'appelle les prébiotiques. C'est-à-dire ce ne sont pas des bactéries, mais c'est tout ce qui va impacter sur la flore digestive. Quand vous changez votre façon de manger et que vous mettez plus de fibres, vous allez aussi impacter dessus. Les probiotiques, c'est on ingère des bactéries de façon consciente pour changer la flore. Mais ça, ce n'est pas du tout encore réalisable. Et quel autre, à part l'activité physique, et je ne savais pas du tout que l'activité physique pouvait modifier la flore, à part refaire des muscles et faire fondre la graisse, il y a d'autres choses, je dirais, qui impactent sur le... Ah, moi, ça ne m'étonnerait pas, mais là, c'est vraiment personnel, qu'on dise qu'après, que le stress joue sur la flore, que... Je pense qu'il y a des choses qui doivent jouer. On sait tous que quand quelqu'un est stressé, il va avoir peut-être une diarrhée, ou qu'il va... Enfin, je pense qu'il doit se passer d'autres choses. Et que cette communication entre l'intestin et le cerveau peut aussi expliquer des choses. Alors, donc, pour les transplantations fécales, ça se fait par coloscopie. Il y a certaines qui se font, alors c'est plus des, je ne pense pas que ce soit des fesses, mais par fibro aussi. Oui, c'est des fesses ça passe comme ça. Oui, tout à fait. On les met directement dans le tube digestif. Et on met dans le côlon ou dans le grêle? Alors là, je ne suis pas gastro, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Ouais. Par fibro. Est-ce qu'on a une idée sur la durée des bénéfices? Parce que c'est un geste... Bon, par exemple, pour la diarrhée à Clostridium, c'est ponctuel, je dirais, c'est pour vraiment endiguer cette diarrhée. Mais si on veut modifier à plus long terme, face à une obésité, est-ce qu'on a une idée de la durée de la modification, comme ça, brutale, je dirais, du microbiote? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on s'est aperçu que la flore était très stable et qu'elle était spécifique d'un individu. Donc je pense, mais ça c'est juste une idée, qu'en fait ça ne se modifie pas comme ça. C'est-à-dire pour le modifier, il faut qu'il y ait une modification constante, soit du mode de vie, soit du régime alimentaire. Si on modifie, comme dans tout régime, juste après les fêtes, on dit on va faire un régime qui va durer 6 semaines, 3 mois, je pense que la flore après va revenir à l'identique. Voilà, on a brossé en gros l'intérêt des probiotiques et du microbiote, de la modification du microbiote pour l'obésité. On va passer à des questions un petit peu rapides, pas vraies ou faux, mais des questions rapides. Alors, est-ce qu'on peut transférer donc les bactéries des maigres chez les obèses? Je ne pense pas que ça a été fait chez l'homme, mais ça a été fait chez les souris. C'est-à-dire, chez les souris, on a pris des souris minces et on a transféré la flore et effectivement, les souris obèses deviennent plus minces. Mais est-ce qu'on passe par une phase de nettoyage complet de l'intestin? Alors, il y a une mode en ce moment qui est le... Oui, c'est là où je voulais je ne sais pas comment ça s'appelle, où oui, on lave l'espèce l'intestin. de lavage. Voilà, c'est une grande mode. Je ne sais pas ce que ça donne, honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand les personnes passent une coloscopie, souvent, vous savez, il y a une préparation. Oui. Et souvent, il y a des gens qui ont des problèmes, soit de flatulence, soit d'intestin irritable, et qui disent qu'ils sont mieux après une coloscopie. Donc, pas à cause de la coloscopie, mais à cause de ce nettoyage qui a été fait avant. Mais ça, je ne suis pas gastro, je ne sais pas ce que ça peut faire sur la flore. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'autisme et de l'influence du microbiote sur l'autisme. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à se dire que des troubles du comportement, style anorexie, boulimie, ont un lien, on va dire, avec le microbiote? C'est une question très intéressante. Je ne vais pas vous dire que c'est directement lié, mais on sait que, je réponds d'une façon un peu différente, qu'après chirurgie bariatrique, il y a un changement du comportement alimentaire. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, mais les gens mangent moins, ont une satiété différente. C'est logique, ils n'ont plus d'estomac, ils ont une poche ridiculement Non, c'est pas que ça. Voilà, c'est pas que ça. Parce que quand vous mettez un anneau, vous pourriez avoir la même chose, et bien non, les gens mangent autant. Donc il semblerait qu'il y ait des signaux qui se passent entre l'intestin et le cerveau, et effectivement qui peut jouer là-dessus. Donc maintenant, de dire que les anorexies, c'est à cause de la flore, ou que l'obésité, c'est à cause les causes sont multifactorielles, il ne faut pas réduire aussi tout ça. Mais c'est une voie intéressante de recherche. Et alors justement, l'anorexie, le jeûne peut-être, influe le microbiote et l'évolution. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe un petit peu dedans? Alors ça, je ne sais pas, mais je pense que oui, c'est évident que si... alors là aussi, il y a une grande mode en ce moment qui essaie de faire des randonnées et des périodes de jeûne d'une semaine. Qu'est-ce que ça donne sur la flore? Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des études, mais ça serait intéressant de voir comment on change la flore. Mais est-ce qu'un changement d'une semaine peut jouer sur une flore qui est stable depuis des années? Je ne suis pas trop sûre, en fait.
En fait, donc là, on arrive au terme de notre émission. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ces histoires de microbiote? Et vous attendez quoi de Alors, ça? ce qui m'a fascinée, c'est que je trouvais qu'on culpabilisait beaucoup moi, je m'occupe essentiellement de femmes, hein, les femmes par rapport à leur poids, en leur disant tu manges trop, tu bouges pas assez. Et je trouve qu'en fait, il y a d'autres causes à cette obésité. Et je vois que c'est l'environnement, c'est probablement, on n'en a pas parlé, les perturbateurs endocriniens. On sait aussi qu'on est soumis, le corps humain, en fait, ces petits bestioles qui nous sont nos compagnons de vie, sont en interaction avec aussi l'environnement. Et il semblerait aussi que les perturbateurs endocriniens puissent aussi jouer sur la flore. Donc je trouve que c'est quelque chose de différent et il y a un dialogue permanent entre notre extérieur, notre intérieur, notre cerveau, notre intestin. Et je trouvais ça très intéressant. Pasteur serait content. Hein. Oui. Je trouvais que sa découverte s'étendait à tout, on l'a dit tout à l'heure, à la gynéco, à la pneumo, à la dermato aussi. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Juliane Berda. Merci vous avez vraiment donné des espoirs dans un domaine relativement nouveau et passionnant. Écoutez, comme je trouve qu'on est en 2017, en début d'année, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer cette année. Et rien que ce congrès est très... Enfin, j'ai hâte. Oui, fin octobre, je rappelle, l'Académie nationale de médecine propose un grand rendez-vous sur le microbiote. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les mercredis de la pratique.